tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan culturel des mois de mai et de juin. On va commencer tout de suite sans plus tarder avec la catégorie des séries. J'en ai regardé 2 mini-séries parce que j'avais assez peu de temps et finalement les mini-séries c'est plutôt le bon deal quand t'as pas beaucoup de temps. 2 mini-séries qui m'ont attirée par leur thème plus qu'autre chose et la première il s'agit de Tchernobyl. Donc la mini-série qui est parue en 2019, ils l'ont repassée très récemment sur M6. Donc une série qui retrace la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et les incuries politiques qui en découlent. J'ai vraiment adoré cette mini-série qui fait 5 épisodes chacun d'à peu près 1 heure. J'ai adoré la façon dont la catastrophe avait été traitée, la façon dont on pénètre justement les dessous de la politique et la façon dont la catastrophe est traitée, hyper réaliste de ce point de vue-là. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on va au plus profond de la catastrophe, donc on voit les impacts que ça a à la fois écologiques mais aussi humains, les effets des radiations sur les hommes, et je trouve que ça rend le problème extrêmement patent et on se rend compte de ce que c'est qu'en fait les radiations. C'est une série aussi qui révèle comment est-ce que la technologie peut échapper à l'homme. J'ai pu beaucoup mieux comprendre en fait ce que c'était que la catastrophe de Tchernobyl et aussi les conséquences beaucoup plus massives qu'elle aurait pu avoir si des hommes ne s'étaient pas sacrifiés à certains moments de la crise. Son côté assez sombre, la musique angoissante et le fait qu'elle soit vraiment inspirée pour la plupart du temps de personnages et d'événements réels. La crise a vraiment été bien décrite et j'ai adoré me plonger dans cette catastrophe nucléaire. Il y a un effet très cathartique de voir une catastrophe en fait à l'écran et pas dans la réalité. La deuxième mini-série que j'ai regardée et qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, c'est Le Jeu de la Dame, donc qui vient tout juste de paraître. C'est une série qui retrace l'histoire d'une championne d'échecs, une championne du monde d'échecs, donc une jeune orpheline qui va se découvrir une passion pour les jeux d'échecs et qui va peu à peu gravir les échelons supérieurs de la gloire. C'est typiquement le genre de série d'apprentissage où on voit la montée en puissance de l'héroïne. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est déjà le traitement des échecs. Ça m'a redonné envie d'y jouer parce qu'il y a tout un lexique technique lié aux échecs. J'ai adoré l'actrice principale, Anya Taylor-Joy, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, elle est juste géniale. J'adore son physique, elle a un physique très particulier. Elle joue extrêmement bien son rôle. Pour autant, on s'attache pas forcément au personnage principal parce qu'il est assez froid et antipathique. On s'attache plutôt en fait à son parcours et à la manière dont elle va aller défier les Russes en pleine guerre froide. Une guerre froide qui s'axe autour justement du soft power et en particulier des compétitions d'échecs. J'ai adoré aussi dans cette série les costumes des années donc 60, on plonge vraiment dans cet univers que nos grands-parents ont connu en fait, voire même nos parents pour certains. Et j'ai adoré la mode des années 60, c'est vraiment très typique et ça a été bien reproduit. On va tout de suite passer à la catégorie des films et j'ai tout d'abord vu Un homme idéal qui est paru en 2015. Le personnage principal est incarné donc par Pierre Ninet. C'est l'histoire d'un écrivain raté qui trouve le carnet d'un ancien combattant de la guerre d'Algérie, mort, et qui le publie à son propre compte. Il devient ainsi un écrivain célèbre reconnu. La supercherie dure 3 ans, mais au bout de 3 ans, la supercherie est sur le point d'être découverte. Et donc le personnage principal va de mensonge en mensonge pour essayer de cacher le premier mensonge et ça se transforme en thriller haletant. Là encore, on n'éprouve pas vraiment de sympathie pour le personnage principal, par contre on éprouve son angoisse parce qu'il va vraiment de mal en pis et on se demande mais comment est-ce qu'il va se sortir à chaque fois des situations qui sont de plus en plus rocambolesques et terribles pour lui. Ensuite, Le Temps de l'innocence, qui est un film qui est sorti en 93, un film de Martin Scorsese adapté du roman d'Edith Wharton. On y découvre l'histoire d'amour impossible entre un homme prêt à marier, qui est sur le point de se marier, et une autre femme déjà mariée, dans le New York de la fin du 19e siècle. Donc un monde de mondanité, de rumeurs, de piapiailleries. Et on a cette histoire d'amour très sincère qui se développe au centre de tout ça. C'est un film que j'ai trouvé assez lent, je vais pas dire long, mais lent parce qu'il repose énormément sur des dialogues. Pourtant j'adore les dialogues, mais là il n'y a pas vraiment de point culminant. Si bien qu'on arrive à la fin du film en se disant « Ah, ça se finit comme ça, c'est déjà fini » et pourtant ça a été lent. Ensuite j'ai vu Emma, qui est paru en 2020 sur Netflix, donc qui n'est pas sorti au cinéma. Une adaptation du roman éponyme de Jane Austen. Alors j'ai déjà vu plein d'adaptations des romans de Jane Austen, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés.
Et là donc Emma, qui est ma foi beaucoup plus colorée et enjouée que les précédents que je viens de mentionner. C'est l'histoire donc d'Emma, une jeune riche et belle héritière, intelligente, prête à marier, mais qui, plutôt que de se marier, cherche à arranger des coups à tous les gens qui l'entourent. Une comédie romantique. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Emma qui est incarné encore une fois par Anya Taylor-Joy, donc j'aime beaucoup cette actrice et son physique particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les décors et les costumes aussi qui sont très colorés, beaucoup de peps, de dynamisme. Et l'histoire qui est assez drôle, j'ai bien aimé aussi le rôle masculin qui accompagne Emma. L'histoire d'amour qui se développe entre les deux, c'est un peu chien et chat et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ensuite j'ai vu The Young Lady, donc qui est sorti en 2016 et qui est une réadaptation de Macbeth. Alors je suis tombée sur ce film un peu par hasard en regardant la filmographie de Florence Pugh, qui est une actrice anglaise que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi son physique et son jeu. Elle a joué dans Les filles du Docteur March et dans Midsommar récemment. Alors c'est un film que j'ai trouvé assez convenu, bon, qui se déroule dans le passé donc j'aime bien. C'est l'histoire d'une femme mal mariée qui trompe son mari avec son palefrenier et qui va tout faire, y compris les pires choses, pour rester avec son palefrenier. Je trouve qu'on a déjà vu. Le film pour moi n'a pas vraiment de grand éclat, c'est assez intimiste, il y a peu d'acteurs, peu de personnages, peu de lieux. C'est, je trouve, assez sobre, la mise en scène est très sobre. Et c'est pas un film qui m'a plus marqué que ça. Et enfin, pour terminer, je suis allée au cinéma pour la première fois depuis 1 an et demi. Je suis allée voir donc Cruella, le nouveau Disney, qui est une adaptation donc des 101 Dalmatiens, mais l'histoire de la méchante des 101 Dalmatiens, un peu comme il l'avait fait pour Maléfique de La Belle au Bois dormant. Sauf que là, ils réhabilitent, comme il avait fait pour Maléfique, la méchante, et ils expliquent donc son histoire, sa biographie. C'est vraiment un film centré autour de Cruella, dans l'univers punk et grunge des années 70, donc c'est là encore génial de découvrir cet univers-là. L'univers de la mode également, donc qui est super beau, super esthétique, avec des acteurs de haut vol, hein, Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong. Un film qui a beaucoup de dynamisme, la bande-son est également géniale, et le fait de voir ça au cinéma, ça m'a vraiment redonné des frissons, et je me suis rendu compte pourquoi j'aimais aller au cinéma à ce moment-là. Après tant de manques, on se rend compte de ce qui nous a manqué finalement. Vraiment un très bon film de ce côté-là que je vous recommande vivement. J'ai vu une pièce de théâtre, du moins une captation de pièce de théâtre. Il s'agit de l'adaptation de Médée d'Euripide par Jacques Lassalle au théâtre de l'Odéon, donc qui était en 2000, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, le rôle titre. J'ai vraiment adoré son interprétation de cette figure mythique de Médée, femme de Jason, avec qui elle a eu 2 fils et qui se voit répudiée au profit d'une autre et qui en devient folle, et elle décide pour se venger de tuer ses 2 enfants. Isabelle Huppert incarne extrêmement bien la folie et en même temps la lucidité de Médée, son machiavélisme peut-être aussi, face à un Jason qui à côté est burlesque parce qu'il est victime en fait de tout ça et il ne maîtrise pas vraiment la situation. L'interprétation d'Isabelle Huppert, les costumes et en particulier celui que porte donc Médée, parce qu'il lui va très bien à ce petit personnage maigrelet mais qui a tellement de puissance en elle. Une tragédie qui je trouve est très accessible et se comprend facilement. Ensuite du côté des émissions, je me suis fait une razzia de Secrets d'Histoire. J'ai redécouvert cette émission et je me suis rendu compte qu'elle était absolument géniale pour rentrer dans les interstices de l'histoire. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est les anecdotes à propos de nos souverains, de nos personnages préférés, les morceaux de films ou de documentaires qui y sont introduits pour illustrer le propos, c'est vraiment top. Ça nous donne une image aussi de ces personnages qui ont fait l'histoire. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la possibilité d'entrer dans les lieux où ils ont vécu et de découvrir notre patrimoine historique. Toujours les interventions bienvenues de Stéphane Bern, mais également des historiens qui vulgarisent le propos et qui le rendent accessible à tous. Donc c'est vraiment une bonne manière, je trouve, d'aborder l'histoire et de se régaler. Pour ce qui est des livres, j'ai lu 2 romans graphiques et un roman. Donc le premier roman graphique, il s'agit de La Princesse de Clèves, ou d'une adaptation de La Princesse de Clèves par Bouillac et Cattel. Je trouve que c'est une bonne manière de découvrir un roman classique ou de le redécouvrir, qui est parfois difficile à lire parce que c'est une langue classique. Moi j'ai déjà lu plusieurs fois, mais j'ai adoré le redécouvrir en roman graphique parce que ça illustre le propos, on comprend mieux l'intrigue grâce au dessin et à la succession des vignettes.
Donc j'ai beaucoup aimé le principe d'adapter une œuvre connue en roman graphique. Et j'ai lu un second roman graphique, cette fois-ci beaucoup plus actuel. Il s'agit de l'Arabe du futur, donc j'ai lu le premier et le deuxième tome, il y a 5 tomes en tout. C'est l'histoire autobiographique de Riyad Sattouf, donc qui illustre et écrit ce roman graphique. Il y raconte son enfance au Moyen-Orient, en Libye, en Syrie et dans d'autres pays. J'aime beaucoup parce que on découvre ce monde du Moyen-Orient des années 80 au travers des yeux d'un enfant, donc naïf et innocent, qui ne porte pas de jugement sur cette société qui peut paraître étrange, voire même difficile. 2 anecdotes pour vous montrer ce côté étrange et difficile qui est présenté avec beaucoup d'humour néanmoins de la part de l'auteur. En Libye par exemple, pour habiter une maison, comme les maisons ne sont à personne et à tout le monde à la fois, il faut y rester pour avoir la maison. C'est-à-dire que si vous partez en promenade, il n'y a pas de clé pour fermer la maison, donc n'importe qui peut s'y installer à votre place et vous virer de la maison. Et en Syrie, on ne termine pas les travaux ne sont jamais achevés parce que dès qu'on achève les travaux, les impôts nous tombent dessus et donc les habitants préfèrent vivre dans des maisons inachevées plutôt que de payer des impôts. Ensuite, je suis en pleine lecture de La Chartreuse de Parme de Stendhal, donc là, un classique. J'ai déjà lu Le Rouge et le Noir de Stendhal que j'avais beaucoup aimé. Là donc c'est l'histoire d'un jeune héros romantique, Fabrice Del Dongo, qui va vivre plein d'aventures entre la France et l'Italie. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est l'étude presque sociologique, le regard qui est porté sur les Français et la différence avec les Italiens. On pénètre vraiment les deux univers, on navigue entre France et Italie. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le regard qui est porté par le narrateur, à la fois sympathique à l'égard de ses personnages et à la fois critique, avec de l'ironie, de la distance, comme le sait faire Stendhal. Donc un livre que j'aime beaucoup pour l'instant et que j'ai hâte de poursuivre. Alors ensuite, dans la catégorie des applications, j'ai découvert 2 applications que je trouve absolument pratiques, qui peuvent vous faire économiser et du temps et de l'argent. La première, il s'agit de Too Good To Go. C'est une application qui vous permet de récupérer des paquets repas dans des boulangeries, dans des restaurants, dans des supermarchés, des produits aléatoires qui n'ont pas été vendus pendant la journée. Et donc vous avez un horaire précis pour aller récupérer votre paquet et les prix vont de 3 fois à la baisse. Donc j'ai fait l'expérience d'en acheter un dans une boulangerie à Paris. Pour 4 €, j'ai eu vraiment énormément de produits. J'ai eu 2 baguettes de pain, un gros pain aux céréales, un pain au chocolat et aux amandes, une baguette viennoise, une fougasse et une part de flan. Donc c'est juste énorme. Après, le tout c'est d'habiter plutôt une grosse ville, donc c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est adapté pour les étudiants, je pense, parce que ça permet d'économiser de l'argent, aussi du temps parce que ça évite d'aller dans un magasin en particulier et d'y passer des heures. La deuxième application que j'ai découverte, c'est le GPS City Mapper. Alors c'est un GPS qui est exclusif à la ville de Paris, mais quand vous voulez visiter Paris ne serait-ce qu'une journée, il me semble utile, il me semble bon de l'installer. Ça vous rend Paris ultra facile, j'ai trouvé. Donc à pied, à métro, à vélo, c'est hyper pratique. Ça vous indique les rues, le nom des rues, le trajet à pied. Je trouve que ce GPS est autrement plus précis que Google Maps. Il s'adapte vraiment à la ville. On voit qu'il connaît la ville, qu'il est consacré à cette ville. Et j'ai adoré. Ce GPS m'a permis de me déplacer toute seule dans Paris alors que je l'avais jamais fait et que pour moi ça paraissait impossible, improbable. Donc que vous soyez étudiant à Paris, nouvelle arrivée à Paris, ou alors que vous ayez juste envie de visiter la ville pour quelques jours, n'hésitez pas à installer cette application. Donc les 2 applications dont je vous ai parlé sont totalement gratuites et disponibles pour tout type de téléphone. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie bouffe. Alors j'ai découvert 2 produits récemment que j'utilise énormément, surtout l'été, dont je suis devenue absolument fanatique. Le premier, ou plutôt les 2 premiers, il s'agit de la burrata et de la ricotta. Donc qui sont 2 fromages italiens blancs qui ressemblent beaucoup à la mozzarella, surtout la burrata, mais qui ont un goût vraiment différent et qu'on peut accommoder de 1000 manières différentes. La ricotta, moi j'aime bien la tartiner, donc elle a une texture beaucoup plus fouettée que la mozza et la burrata, qui sont beaucoup plus caoutchouteuses je dirais. Je fais des tartines sur du pain, dessus je rajoute des rondelles de radis avec du vinaigre balsamique, je trouve que c'est délicieux. Et la burrata, j'aime bien la mettre surtout dans des plats de pâtes chaudes avec
une petite sauce tomate ou du pesto, c'est juste une tuerie. Et le deuxième produit dont j'avais envie de vous parler, c'est les fruits secs. J'en suis absolument fanatique, j'en mets dans tout, dans les yaourts, les céréales, les porridge, dans tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup tout ce qui est pruneaux secs, figues séchées, j'adore, c'est mon fruit préféré sec. Et dattes séchées aussi, si vous avez envie de manger des fruits d'une autre manière que juste comme ça. Donc voilà pour ce bilan culturel du mois de mai et de juin. Bon, j'ai vu pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses. Donc je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et aussi un prochain bilan culturel. Bye bye! Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases